Voilà, je vais présenter en quelques mots Ariane Bay. Alors Ariane Bay est chargée de cours à l'ULG et après une thèse consacrée à l'équité des systèmes éducatifs dans une perspective comparative et après avoir longtemps passé son temps à décrire les faiblesses de notre système éducatif, notamment avec les données PISA, Ariane Bay a effectué un séjour de recherche de 6 mois auprès de Bob Slevin, un des plus fervents partisans de l'Evidence-Based Policy. Dans ce cadre, elle a contribué à une revue systématique sur l'efficacité de programmes destinés à améliorer les compétences en lecture dans l'enseignement secondaire. De retour en Belgique, elle a réalisé, à la demande du comité scientifique du pacte d'excellence, un rapport sur l'éducation fondée sur l'épreuve. Et ce rapport a été intégré au pacte dans l'avis numéro 3 du groupe central. Donc, actuellement, elle poursuit le travail de revue systématique de l'efficacité de programme. Et donc elle travaille avec Robert Slevin sur l'écriture du milieu de l'enseignement primaire à la fin du secondaire. Elle a aussi un projet qui concerne le décrochage scolaire, tout en mettant en œuvre le programme Soutien au comportement positif dans 4 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre d'un dispositif quasi expérimental. Et donc Ariane Bay va nous faire une présentation intitulée « L'éducation basée sur des preuves ». Effectivement, je vais présenter l'éducation sur des preuves, le concept d'éducation fondée sur des preuves, à l'aide d'exemples pris en communauté, en fédération Wallonie-Bruxelles. En commençant par ceci. Une méthode d'enseignement, des mathématiques ou de lecture, un outil mis à disposition des enseignants dans le but de favoriser les apprentissages des élèves, un système qui permettrait de retenir, de motiver les jeunes enseignants et de donner aux enseignants les plus expérimentés la perspective de carrière moins plane et plus attractive. Ou encore des systèmes, qu'ils soient structurels ou plus locaux, d'aide aux élèves en difficulté. Évidemment, nous sommes tous à la recherche de solutions, de méthodes, d'outils, de structures qui permettent d'améliorer la qualité du système éducatif. Et finalement, l'éducation fondée sur des preuves se pose comme une réponse partout où des données sur l'efficacité des outils, des méthodes, des structures peuvent être analysées. Alors régulièrement et quasi quotidiennement, nous sommes sollicités, nous entendons parler de telle ou telle initiative dans l'enseignement, via la presse, via le suivi que nous faisons des modifications en cours dans le cadre de réformes telles que le pacte d'excellence, ou simplement parce qu'un collègue ou un étudiant revient enthousiasmé nous parler d'un dispositif qu'il a vu mettre en place par un collègue ou qu'il a testé lui-même à l'issue d'une formation. J'ai donc choisi de présenter très concrètement l'éducation fondée sur des preuves à partir d'exemples tels que ceux que je viens de vous citer. Je vais vous détailler ces exemples et puis présenter une définition de l'éducation fondée sur des preuves, le courant, ses grands représentants et les débats qui se posent autour de cette question, pour conclure la présentation par un retour dans une perspective evidence-based sur les exemples que je vous aurai montrés au début. Alors, je vais commencer par un exemple pris dans les médias. Alors, je ne l'ai pas pris en Belgique, celui-là. Je l'ai pris en France, mais il est récent. Donc, le charismatique, ou en tout cas médiatique, député et mathématicien Cédric Villani a rédigé récemment un rapport sur l'enseignement des mathématiques. Et dans ce rapport qu'il a présenté à l'Assemblée, il conseillait notamment de suivre la méthode de Singapour, aujourd'hui présentée comme une méthode reconnue à travers le monde. Alors voici comment cette méthode a été présentée au JT. Là. Bonjour les enfants. Dans cette petite école privée, les élèves de CP commencent leur cours de maths avec un problème très concret. John a 6 oranges. Mais l'institutrice n'utilise ni son tableau, ni même le manuel. Les chiffres sont remplacés par de petits objets aimantés. Ce que dit l'énoncé, c'est que je vais en avoir 3 de plus que John. C'est la phase d'apprentissage dite concrète, celle où les notions mathématiques font leur apparition, comme si c'était un jeu.
Les mathématiques, c'est abstrait. Du coup, la façon de rendre concrets les énoncés des problèmes, eh bien, c'est d'utiliser des objets et des dessins. Chaque étape est répétée encore et encore, jusqu'à assimilation parfaite des 4 opérations par les enfants. Et s'il faut, les instituteurs vont encore plus loin. Ils utilisent des objets de tous les jours, comme ce paquet de sel. 25 grammes. C'est bien. Et donc cette boîte vide pèse 25 grammes. La deuxième étape est dite imagée. Ici, plus d'objets, mais des dessins ou diagrammes. Ces élèves de 12 ans peuvent résoudre des équations à 2 inconnus, grâce à ce qu'ils appellent des modèles. 3/12 pour Jason, cela correspond à ces 3 cases. Est-ce que c'est clair? Ensuite, quand tous les concepts sont assimilés, les élèves commencent à utiliser les symboles mathématiques abstraits, comme l'algèbre. Pour cette collégienne française arrivée à Singapour il y a 5 ans, il a fallu prendre des leçons particulières pour se mettre à niveau. Aujourd'hui, elle aime les cours de maths. Ici, c'est un échange des étudiants et de la prof. Donc, c'est comme une conversation. Singapour était tout en bas des classements internationaux de mathématiques en 1990. Aujourd'hui, la cité-État prend systématiquement la première ou deuxième place. Sa méthode d'apprentissage est désormais utilisée dans des dizaines de pays à travers la planète. Donc on l'a bien compris, l'argument pour justifier l'intérêt de l'utilisation de la méthode de Singapour est donné en fin de reportage. Reportage long, plus de 2 minutes à France 2, c'est pas mal, aux 20h. Donc on comprend bien la méthode. Et alors l'argument, ce sont les évaluations internationales, les classements internationaux. Une méthode qui a fait ses preuves, comme en témoigne le positionnement de Singapour depuis plusieurs années aux premières places de l'étude PISA. Et c'est aussi comme ça que l'éditeur qui publie les outils liés à cette méthode présente l'approche. Elle l'est adoptée un peu partout dans le monde. Alors l'argument international, évidemment, ne suffit pas dans une perspective evidence-based. Il n'est pas question ici pour moi de critiquer l'enquête PISA dont je connais bien les tenants et les aboutissants et que j'ai abondamment utilisé, mais quelle que soit la qualité de l'outil, un positionnement dans les classements internationaux, évidemment, même si c'est très tentant, ne justifie pas le recours à telle ou telle méthode. Et je dis que c'est tentant parce qu'effectivement, j'ai constaté qu'on essayait souvent de tout faire dire et de tout faire démontrer à PISA, même quand on ne le peut pas. Alors ici, pour le classement de Singapour, on pourrait discuter longtemps du contexte économique et culturel de Singapour, du fait qu'il n'est pas du tout dans les classements de PISA qu'en mathématiques, et donc il y a peut-être d'autres choses à aller voir. On pourrait aussi se demander pourquoi alors les pays qui utilisent aussi cette méthode ne sont pas eux aussi premiers dans les classements PISA. Enfin, je pense que je n'ai pas besoin de développer longuement ce point. Cet argument-là est insuffisant, même si évidemment la perspective internationale, et c'est le but du jeu, est souvent intéressante pour aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qui a l'air de fonctionner, est-ce qu'on peut prendre des systèmes éducatifs. Mais dans une perspective evidence-based, on ne va pas tenir ce genre de raisonnement à propos de dispositifs en particulier, et je l'illustrerai plus loin. Alors on peut aussi regarder, c'est ce qu'a fait par exemple ma collègue Annick Fagnan, qui s'intéresse à l'enseignement-apprentissage des mathématiques, c'est s'intéresser au dispositif en lui-même, à son organisation, à ses fondements théoriques et à la manière dont il est opérationnalisé, et voir si tout cela corrobore des choses qu'on sait dans le cadre de la recherche en sciences de l'éducation. Alors ici, pour la méthode de Singapour, on a un cadre organisateur qui est basé sur 5 piliers, qui travaillent à la fois sur des processus, des compétences, des concepts, des attitudes, la motivation par rapport aux mathématiques, la métacognition, tout ça mis en interrelation dans une perspective de résolution de problèmes qui est au centre de l'approche. Donc ça contient déjà beaucoup d'éléments que les spécialistes des mathématiques trouvent intéressants pour favoriser l'apprentissage des mathématiques. Il y a aussi un alignement fort des programmes
des manuels, des évaluations et de la formation des enseignants. Donc il y a une grande cohérence et des différents outils qui sont liés à cette méthode. Il y a aussi la réduction du programme, c'est-à-dire une centration sur des nœuds matières identifiés. Une multiplication des modèles visuels, par exemple ce diagramme linéaire qui propose une situation problème. Donc Robert a $18 et sa camarade de classe Sarah en a 2 fois moins, avec la représentation visuelle de $18 et une aide pour arriver à diviser cette quantité en 2 en se servant du diagramme. Et une richesse, une variété des problèmes proposés, par exemple des problèmes de partage inégaux qui impliquent l'introduction de raisonnement algébrique dès la 4e primaire. Et également une approche d'enseignement explicite qui accorde de l'importance à la verbalisation des 2 côtés, c'est-à-dire du côté élève, verbaliser les processus à l'œuvre quand ils mettent en place des démarches, des raisonnements mathématiques, et aussi du point de vue de l'enseignant. C'est aussi un argument qu'utilise l'éditeur pour présenter le programme. L'enseignant est aidé à mettre un haut-parleur sur sa pensée. Alors, pardon, avant d'arriver à cet exemple-là, est-ce que, et on y reviendra plus tard, mais est-ce que la richesse à la fois théorique, mais aussi en termes d'outillage et la cohérence de la méthode, suffit à présenter ce programme comme d'emblée efficace? Non, pas non plus dans une perspective evidence-based. J'y reviendrai, mais j'ai participé, Nathanaël l'a dit, à une évaluation de programme centrée sur l'amélioration des compétences en lecture dans l'enseignement secondaire. Il y avait des dizaines de programmes mis en œuvre aux États-Unis sur cette question. Des programmes dont la plupart étaient théoriquement très solides, outillés, cohérents, prévoyaient du temps d'apprentissage supplémentaire pour les élèves. Tous ces programmes avaient, en théorie, sur papier, de bonnes chances d'être efficaces. Si on me les avait présentés et si on m'avait demandé d'émettre une hypothèse a priori sur leur efficacité, j'aurais parié positivement. Et il se fait que la plupart de ces programmes ne le sont pas, ou en tout cas n'ont pas arrivé jusqu'à présent à démontrer des faits dans les évaluations qui en ont été faites. Donc, même un programme sur papier magnifique ne peut pas toujours prouver des conditions d'efficacité quand on l'évalue avec, et plus on l'évalue avec des méthodes sérieuses et des effectifs importants, bien plus il est difficile pour lui de prouver son efficacité. Je reviendrai sur cet aspect. Je prends un autre exemple, un exemple qui me semble-t-il est fréquent dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, le mind mapping. Alors, pourquoi je dis que c'est fréquent? Parce que je pense qu'on entend tous parler de méthodes prétendument magiques comme celle-là. En tout cas, moi, beaucoup de personnes me parlent des octophones, par exemple. Là, une étudiante est venue me trouver. Elle est enseignante et elle est aussi étudiante en sciences de l'éducation. Et elle avait été convaincue par une formation sur le mind mapping qu'elle avait reçue. Donc, elle est revenue enthousiaste et elle a voulu tester cet outil dans le cadre de son mémoire. Et donc je demande si elle a déjà trouvé de la littérature scientifique dessus. Elle dit que le formateur a dit que c'était un outil pour lequel on disposait de preuves d'efficacité. Alors moi, je ne connaissais pas l'outil, je dois dire, donc je suis un peu allée voir. Le premier réflexe, comme tout le monde, c'est d'aller voir d'abord, malheureusement, sur Google. Et alors, je tombe sur ceci, Tony Buzan, l'inventeur, qui se dit être l'inventeur du mind mapping. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je tombe sur ce type de site, je me méfie. Parce que je vois que... Parce que je repère la veste blanche, on a l'impression... En fait, c'est une veste, mais au départ, j'avais l'impression que c'était un tablier scientifique. Ça fait quasi un peu laboratoire dentaire.
Bon, on voit que c'est un homme à l'aise en public, qui a l'habitude de parler à de grands auditoires. Il a peut-être même une décoration voilà, sur son veston. Et il promet aussi quelque chose. Alors là, il faut que je me rapproche pour traduire. Mais découvrez la puissance du mind mapping. Sur ce site, vous trouverez les seuls cours complètement validés par Tony Buzan. Oui, et ça c'est le plus magique, hein, transformer votre vie et votre carrière avec cet outil flexible qui va booster, améliorer la pensée créative. Vous trouvez aussi sur le site la manière dont vous pouvez inviter Tony Buzan à venir faire une conférence chez vous. Mais aussi des choses sur le cerveau gauche, le cerveau droit, qui a priori suscite la méfiance aussi, parce que je sais que mes collègues psychologues contesteraient cette approche. Donc, en 5 minutes, je dis à l'étudiante, méfie-toi quand je vois ça. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve des preuves crédibles, des preuves scientifiques crédibles de l'efficacité de ce type de programme, parce que ça m'a l'air mal parti. Mais elle ne se démonte pas. Elle me dit, mais en substance, la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient l'utilisation de ce programme. Il y a des formations, alors là, je veux cibler personne en particulier, il y a une ASBL qui donne des formations sur le mind mapping, mais je pense qu'il y en a d'autres, en disant que le but recherché est de rendre les plus efficaces tout type d'apprentissage, l'apprenant plus autonome à l'école comme dans la vie de tous les jours. Dans le milieu scolaire, notre objectif est d'offrir aux élèves des moyens supplémentaires et innovants qui les rendent acteurs dans la construction des outils du savoir. Donc ça tombe bien parce qu'il y a un habillage comme ça socio-constructiviste dont on peut se dire qu'il est bienvenu, et puis effectivement des promesses assez conséquentes. Il y a aussi une référence à l'efficacité. Quand on voyage un peu sur le site, c'est dans les mots-clés qui sont utilisés. Mais surtout, un élément, me semble-t-il, de légitimation important, et en tout cas, c'est également un élément qu'avançait l'étudiante, c'est que ce logiciel, le logiciel qu'on peut avoir pour effectuer des mind mapping, est agréé et remboursé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, voilà, alors, je vois Marc de me sourire, mais c'est vrai que cet argument, alors ce serait intéressant à analyser en tant que tel, si j'ai raison et si effectivement le fait pour des manuels de recevoir ou des logiciels de recevoir l'agrément de la Fédération Wallonie-Bruxelles est associé dans le chef des enseignants à quelque chose dont l'autorité garantit ou l'efficacité ou la qualité. Et en tout cas, dans le cadre de mon étudiante, c'était le cas. Du coup, je l'ai invité, je ferai un petit peu l'exercice devant vous tout à l'heure, à trouver des publications scientifiques et utiliser une méthode pour voir si l'outil est efficace ou non. Parce que finalement, je me suis beaucoup moquée, mais ça ne veut pas encore dire, ce n'est pas parce qu'un outil est proposé sur un site trop beau pour être honnête qu'il est inefficace. Voilà. Alors un autre exemple, c'est l'exemple du mentorat d'enseignants débutants par des enseignants plus chevronnés, avec ce dessin qui présente une enseignante pas reconnue, pas soutenue dans un système immobiliste, avec peu de perspectives de carrière. Quelle solution peut-on lui proposer? Alors ici, il y a des éléments dans l'avis numéro 3 du groupe central, donc dans le cadre du pacte d'excellence pour les personnes qui ne sont pas belges. Il s'agit du mouvement de la réforme en cours, d'une réforme d'ampleur, parce qu'elle touche simultanément à tous les domaines, et elle a mis autour de la table des tas de personnes, d'expertise, de représentants des différents acteurs éducatifs. Et donc, il y a pour le moment des recommandations qui vont ou pas se transformer en décisions législatives. Parmi les recommandations, il y avait celle de créer des fonctions d'enseignants référents pour accompagner les enseignants débutants. Voilà, donc ce rôle serait confié à des enseignants expérimentés.
Avec un système de dispositifs en trois étapes. Je n'ai pas besoin de lire in extenso ce qui est présenté sur la DIA. Le but est bien de trouver un système à la fois pour aider les jeunes enseignants à rester dans la carrière et être outillés, aidés dans le début de leur carrière souvent compliquée, et aider aussi les enseignants plus expérimentés à trouver des perspectives de carrière qui se diversifient au fil de la carrière. Je reviendrai évidemment à la fin de la présentation sur des informations par rapport à ce système de mentorat. Et je prends l'exemple, un dernier exemple, améliorer les résultats des élèves. J'ai hésité à prendre le cas du redoublement, mais je me suis dit qu'effectivement, on avait déjà sans doute tellement entendu parler de cela qu'il n'était peut-être pas nécessaire de rappeler qu'a priori c'était un système inefficace et pourtant abondamment utilisé. Pascal Bressou en a dit un mot tout à l'heure. J'ai choisi le système remédiation, consolidation, dépassement, qui porte déjà peut-être plus ce nom, mais en tout cas dans l'avis numéro 3 du groupe central, qui est le seul document de référence public disponible, on veut mettre en place, on a la volonté de mettre en place un système d'aide aux élèves en difficulté, mais aussi finalement d'aide aux élèves qui ont besoin de plus de stimulation, en prévoyant dans le cadre du tronc commun des grilles horaires qui incluraient des plages horaires pour ce système où l'élève serait soit en remédiation, soit en consolidation, je ne sais pas très bien ce que c'est, et soit en déplacement. En tout cas, pour la remédiation ou le déplacement, on voit bien les deux pans de la chaîne qu'on veut toucher. Voilà, et ça se passerait dans je pense que c'est 7 domaines liés, les 7 domaines du tronc commun. Et je voulais aussi faire un point, même si je ne vais pas en parler davantage, sur le fait que dans cet avis numéro 3 du groupe central et dans les discussions qu'on a pour le moment sur la table, il y a aussi la question des langues. Si je fais ce point, c'est parce que ça, c'est de manière assez intéressante, une question qui, me semble-t-il, n'est pas polémique. Je veux dire, les partis politiques se positionnent toujours tous en faveur davantage de compétences en langue. Et il me semble que dans le grand public, on a aussi une vision assez positive d'élèves bilingues, voire trilingues, qui sortiraient de notre système éducatif. Ce qui est intéressant, c'est que là, on propose pour le moment d'intensifier finalement l'apprentissage d'une langue étrangère dans l'enseignement fondamental, et on va peut-être le proposer avant même d'évaluer ce qui se fait déjà. On pourrait, puisque on sait que les enseignants du début de secondaire ne se basent pas nécessairement sur des acquis jugés solides ou qui pourraient être définis comme communs à l'issue de l'enseignement primaire, où il y a déjà des cours de langue obligatoires. Et on va donc étendre, dans un contexte en plus de difficultés de recrutement de ces enseignants, la mesure sans évaluation, en tout cas à ma connaissance, une évaluation de faisabilité ou de résultats n'est pas prévue. Donc ça, je peux pointer ça aussi dans une perspective evidence-based. Et donc, je pointe aussi ce système remédiation, consolidation, dépassement. Comment pourrait-on présager de ces effets ? Là, je ne vais pas... Voilà. Alors, maintenant, après avoir présenté ces exemples assez diversifiés qui concernent plusieurs domaines du système éducatif, j'en viens au centre de la présentation, en tout cas, au concept d'éducation fondée sur des preuves, avant, comme je vous l'ai dit, de revenir à ces exemples. Alors, c'est un concept issu de la médecine. Historiquement, en médecine, c'est Cochrane qu'on cite, qui est un médecin britannique qui, dans les années 70, a
contribue au développement. Je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est en tout cas une figure emblématique de ce mouvement. Contribue au développement de l'evidence-based medicine avec son ouvrage Effectiveness and Efficiency, en disant, dans cet ouvrage, il voulait montrer que le problème de la preuve en médecine se posait de manière générale. En tout cas, il voulait montrer que tous les aspects de la médecine étaient concernés par ce problème de proposer des traitements probants. Et pour lui, il y avait la nécessité de faire une analyse des coûts et bénéfices des traitements et coûts-bénéfices incluant aussi les... je cherche le mot qui traduirait l'inverse de bénéfices, les inconvénients, pardon, des traitements. Donc ça me semble assez important à pointer. Alors, dans les années 80, ce mouvement va continuer, et finalement, avec un discours où on veut se distancer de pratiques cliniques fondées sur l'intuition. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont décrites par les partisans de l'evidence-based medicine. C'est finalement d'œuvrer pour la rationalité par opposition à l'intuition. Alors, on trouve aussi d'autres applications dans d'autres professions ou domaines, souvent d'ailleurs dans ceux que j'ai repris là liés à la santé. Par exemple, chez les logopèdes, on parle aussi de pratiques evidence-based. C'est intéressant de voir que dans les codes déontologie, par exemple des logopédistes, comme on les appelle suisses, la prise en compte par le praticien de l'efficacité du traitement est un aspect qui est considéré comme relevant de la déontologie du logopède. Il y a aussi des aspects financiers, ou en tout cas liés au remboursement dans les systèmes de sécurité sociale, en lien avec ces questions-là, notamment chez les logopèdes, chez les psychologues. C'est en train de se développer. Alors, je ne sais pas législativement où ça en est, si ça tombe, c'est déjà voté, mais je sais que Maggie de Bloch avait pour idée de lier certains remboursements à des preuves de l'efficacité de traitement. Alors le schéma qui est représenté là pour présenter l'evidence-based dans ces domaines, finalement est un schéma qui rend compte du fait que l'evidence-based se présente comme un outil de prise à la décision qui inclut dans les domaines que j'ai cités trois composantes. Il y a tout à fait à droite l'expertise et l'expérience des professionnels. Il y a à gauche le patient dans le cadre médical, l'élève dans le cadre qui nous préoccupe, la personne, la famille, donc le contexte dans lequel on doit appliquer un traitement. Et puis, il y a les meilleures données probantes du moment, sur lesquelles, évidemment, on peut discuter. C'est ça que des chercheurs discutent aussi entre eux, puisque qu'est-ce que c'est les meilleures preuves du moment, en tout cas les meilleures données probantes du moment. Dans le cadre d'une perspective evidence-based, les meilleures preuves sont acquises par des recherches qu'on appelle expérimentales et qui ont la caractéristique de placer aléatoirement des sujets dans un groupe contrôle ou dans un groupe expérimental. Évidemment, l'exemple de la médecine est assez facilement compréhensible, puisque on sait tous que pour tester un médicament, bien, on peut donner un traitement à des volontaires qui veulent suivre un traitement et à qui on va distribuer aléatoirement soit un placebo, soit un vrai traitement. Et c'est intéressant l'histoire du placebo, puisque c'est aussi prendre en compte le fait que d'autres éléments que le traitement en lui-même peuvent avoir des effets. Et peut-être simplement aussi le fait de prendre un médicament, même sans principe actif, et peut-être aussi le fait d'être suivi. Je veux dire, alors là, en éducation, l'intérêt du groupe contrôle est d'autant plus évident, ou encore aussi évident. Dans le domaine de l'éducation, on sait que les élèves progressent au fil d'une année scolaire. Donc, si on compare une méthode, un outil que l'on met en place dans une classe
à rien du tout, on va normalement fatalement trouver que les élèves progressent et on ne saura pas à quoi attribuer le progrès. Donc la présence d'un groupe contrôle qui a un cursus classique, en tout cas qui n'est pas outillé par l'outil, le dispositif dont on veut tester l'efficacité, est essentiel pour pouvoir, dans les deux cas, d'habitude, on verra des gains, et l'idée pour les promoteurs du dispositif, de l'outil, est de voir si le groupe expérimental qui a bénéficié de cet outil a effectivement plus progressé que le groupe qui n'en a pas bénéficié. Alors, le commentaire de ces schémas-là appelle aussi, ou en tout cas le commentaire sur les meilleures données probantes du moment, ça appelle aussi des questions relatives à la connaissance et à la disponibilité des recherches les plus actuelles. C'est en lien également avec la sélection des meilleures recherches, et on peut aussi se disputer longtemps pour savoir ce qu'on considère, quels critères on établit pour considérer qu'une recherche est bonne, quels sont les critères de rigueur scientifique, et les différents organismes qui s'occupent d'evidence-based, dont souvent chacun les leurs. Il y a des points communs, mais aussi des divergences qui paraissent parfois très techniques, mais qui finalement amènent à des sélections différentes, en tout cas pour certains programme. Il y a aussi la diffusion de cette information-là, le fait de la rendre disponible pour les professionnels. Peut-être que cette question-là se pose différemment dans les domaines médicaux et dans le champ de l'éducation. Parce que dans les domaines médicaux, il y a une injonction pour les professionnels à utiliser des traitements efficaces plus fortes qu'en éducation. Donc il y a sans doute en termes de formation initiale, et par exemple mes collègues logopèdes de Liège font ça, dans la formation initiale des logopèdes, il y a des cours sur l'evidence-based dans la logopédie pour leur donner des outils, pour les outiller en tant que futurs professionnels, pour faire preuve de discernement dans la sélection des traitements qu'elles vont proposer, sachant qu'évidemment la recherche évolue assez vite et qu'elles auront à s'outiller elles-mêmes à l'issue de leur formation. Donc ça pose des questions en termes de formation initiale, ça pose des questions en termes de formation continue, et ça pose des questions aussi en termes donc de plateforme de mise à disposition de ce qu'on sait actuellement dans les différents domaines concernés. Alors, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir une réflexion dans le domaine de l'éducation où le problème, l'injonction à utiliser des méthodes, des outils efficaces n'est pas grande. Et puis, les professionnels ne décident pas non plus seuls dans leur coin, enfin en tout cas pas toujours, d'une méthode à mettre en place. Et donc il y a des décisions collectives qui portent aussi, et on n'est pas dans une relation individuelle, souvent non plus, comme un patient peut l'avoir avec son médecin, c'est ce qu'on propose à toute la classe. Donc il me semble-t-il des questions sur le caractère individuel versus collectif des décisions à prendre qui sont à entendre dans le domaine des sciences de l'éducation. Alors voilà. Alors je n'ai pas pris de montre, je ne sais pas où j'en suis par rapport au timing, je vais essayer de trouver ce que j'avais prévu. Je ne vais pas passer en revue des définitions peut-être qu'on trouve dans d'autres domaines. Finalement, il me suffit de dire que, voilà, même si les différentes disciplines ont chacune leur définition, le principe de base est de se baser sur de la recherche scientifique rigoureuse avec l'importance du groupe contrôle, de se baser dans des processus expérimentaux. Pour les sciences de l'éducation, j'ai repris là la définition que Valérie Bluge, ici présente, et moi-même avons proposée dans le cadre du pacte d'excellence. On nous a demandé de réaliser un rapport sur l'evidence-based education, et la définition qu'on a retenue finalement lie l'evidence-based education, ou compare l'evidence-based education à un processus de pilotage, puisqu'on l'a défini comme un processus de changement qui se base sur des recherches scientifiques rigoureuses. J'en ai dit un mot avec la définition de ce qu'est l'étude scientifique rigoureuse, afin d'orienter les politiques. Donc effectivement, moi je pense qu'il ne faut pas cacher qu'il y a une dimension évidemment politique nécessairement. Et les pratiques, puisqu'il y a aussi la question de mettre à disposition des praticiens
des outils ou des dispositifs ou même des structures. Et les défenseurs de cette approche soutiennent à la fois qu'il faut que les systèmes éducatifs s'amélioreront si on met à la disposition des enseignants une palette de pratiques et de dispositifs dont l'efficacité a été prouvée, et puis invite les politiques à soutenir financièrement, souvent, enfin en tout cas à soutenir, mais c'est souvent une question financière à un moment donné, l'utilisation de dispositifs qui ont fait leurs preuves. Et d'ailleurs, tout récemment, c'est beaucoup plus récent que ce qu'on croit généralement, c'est sous Obama en 2015, une loi qui s'appelle ESSA, Every Student, je ne sais plus, Succeed Act, merci, a introduit dans le système éducatif américain l'usage préférentiel et donc le soutien financier préférentiel, pas obligatoire mais préférentiel pour des systèmes ayant fait leurs preuves. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc fondamentalement dans une perspective evidence-based? L'efficacité définie en termes de progression par rapport à un groupe contrôle, je l'ai déjà évoqué. Quels domaines sont concernés? Alors il me semble qu'on réduit souvent cela à des domaines cognitifs classiques, la lecture, les mathématiques et les sciences. Pourtant, dans tout ce qu'on peut évaluer dans une perspective evidence-based et dans ce qui est effectivement réalisé par des associations qui travaillent dans ce sens-là, on trouve une variété de choses. On trouve des comportements, comment améliorer les comportements des élèves, comment améliorer le climat de discipline ou de travail d'une école. On trouve des travaux sur le décrochage scolaire. On trouve des travaux sur les arts, même la créativité. Donc en fait, la palette de domaines potentiellement couverts est très large et ne se limite pas aux domaines cognitifs classiques, même si sans doute ils sont quand même plus représentés que les autres dans les programmes qu'on met à disposition, en tout cas des écoles. Alors une question qui vient souvent, c'est la question du type d'évaluation. Et c'est vrai qu'on recourt plus souvent à des outils d'évaluation standardisés. Et que là, et du coup, on reproche parfois à ce courant, finalement, de ne travailler que sur ce qui est, in fine, mesurable via des tests standardisés. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui sont mesurables d'une manière standardisée. Et si on prend des tests standardisés, c'est pour réduire l'influence dans l'évaluation de ce qui serait, par exemple, promu par le chercheur qui met au point le dispositif. Et ça arrive souvent, un chercheur met au point un dispositif et il met aussi au point le test qui va permettre d'évaluer les progrès des élèves suite à la mise en place du dispositif. Dans ce contexte-là, souvent, et la recherche l'a démontré, les résultats sont bien plus favorables pour le groupe qui bénéficie du dispositif et le test est trop aligné sur le dispositif mis en place. Du coup, ce n'est pas équitable par rapport au groupe contrôle. J'ai besoin de savoir combien de temps vous me laissez encore. Ok, merci. Ah oui, je voulais... Ouais, voilà, ok. Alors, Slevin, qui est un des grands partisans de l'approche evidence-based, propose, j'ai parlé de modèle de pilotage finalement dans la définition que je donnais de l'evidence-based, et il propose une démarche en 5 étapes pour introduire un système evidence-based dans un système éducatif. D'abord la priorisation des domaines d'intervention, et surtout la sélection de recherches et de dispositifs existants. Cette sélection qui se passe souvent par une revue de la littérature approfondie et de dispositifs qui existent à l'étranger. Il existe souvent beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine à première vue dans une variété de domaines. Il y a la question de la communication à propos de programmes ayant fait leurs preuves. Donc mettre à disposition, on en revient à cette question d'outils de diffusion, de savoir sur les programmes efficaces. Puis,
adapter et mettre à l'essai un programme qu'on choisira pour sa faisabilité, son adaptabilité au contexte éducatif dans lequel on aimerait le mettre en place. La diffusion auprès d'équipes volontaires et donc le test idéalement avec une sélection aléatoire des écoles ou des équipes qui vont mettre en place le programme et de celles qui ne le mettent pas en place et qui servent de groupe témoin. Une évaluation de l'efficacité en contexte avant d'envisager d'étendre ce dispositif. L'évaluation de l'efficacité en contexte est aussi très important pour un chercheur comme lui. Par exemple, dans les critères de sélection de recherche ou de programme, il exclut systématiquement les recherches ou les programmes qui ont été mis en place dans des contextes trop favorables, c'est-à-dire par le professeur d'université, par exemple, qui a créé le programme accompagné de ses doctorants qui vont en masse dans une école suivre de très près l'implémentation de leur bébé. Il sélectionnera des programmes qui peuvent avoir bénéficié d'un soutien particulier, par exemple la mise en place d'une personne à temps plein en plus dans l'école pour mettre en place le programme Success for All ou un programme soutien au comportement positif ou que sais-je, mais le programme doit être mis en place par l'équipe vraiment éducative de l'école et pas par les chercheurs eux-mêmes pour que les résultats qu'on en donne soient finalement plus près de ce qui pourra se passer sur le terrain une fois qu'on diffuserait le programme. Disons, c'est un test de faisabilité, finalement. Donc voilà le modèle de pilotage proposé par Slevin, qui est assez simple. Alors, par rapport à ça, deux exemples ou contre-exemples. Le premier, pour finalement comprendre ce que n'est pas un modèle evidence-based, c'est de prendre un dispositif qui est très largement répandu ici, qui ne se présente pas lui-même du tout dans le champ de la recherche evidence-based. Donc j'espère ne me fâcher avec personne en présentant le projet de lutte contre le harcèlement via l'aménagement des cours de récréation comme un projet qui ne se situe absolument pas dans une perspective evidence-based. C'est un autre paradigme de recherche. Et du coup, on a par rapport à ce schéma des divergences importantes puisqu'on est sur un projet qui, je pense, ne se revendique pas, de ce que j'en ai lu, de proximité par rapport à ce qu'on pourrait trouver à l'étranger dans des systèmes de lutte contre le harcèlement et qui a été peut-être victime de son succès, mais qui a été mis en place dans un grand nombre d'écoles, plus de 400, sur un laps de temps très très court. Dans une perspective evidence-based, on aurait d'abord testé longtemps la mise en place du programme dans quelques écoles et puis on aurait étudié les conditions de faisabilité et de généralisation du programme. Alors une autre idée, c'est l'idée que j'évoquais comme exemple au départ, l'idée de remédiation, consolidation, dépassement. Là, c'est un exemple intéressant parce il me permet de dire que dans une perspective evidence-based, on ne va pas nécessairement que voir à l'étranger des dispositifs qui ont déjà été testés ailleurs. La place de l'innovation et d'une initiative locale est aussi intéressante. Quand on trouve sur le site officiel de l'enseignement eno.be une école qui avait choisi de travailler sur les P45, donc de mettre en place des périodes de 45 minutes au lieu de 50 minutes, de récupérer ainsi du temps pour permettre aux élèves de travailler sur des projets, donc notamment des séances de remédiation ou de dépassement, ou des projets culturels, sportifs, scientifiques ou artistiques. Alors, voilà, dans une perspective evidence-based, on peut évidemment partir de ce système qui a l'air, en tout cas, de bien convenir à l'équipe, qui, je pense, le met en place depuis une douzaine d'années. Je pense que c'était la formation disponible sur le site. Comment peut-on généraliser ça et comment peut-on se mettre dans des conditions d'en évaluer l'efficacité et les effets avant de proposer une généralisation ? Alors là, vu le temps que j'ai pris et qui me reste, je vais passer, je pense, la présentation, parce que M. Bissonnette était là, donc non seulement c'était un peu gênant finalement de le dire devant lui, mais bon, je le situais. Il y a Slevin, il y a John Hattie, et il y a l'équipe québécoise que je situais dans ce paradigme de recherche-là. Alors, bon, Hattie, il est très connu
il a finalement assuré une visibilité de la notion de méta-analyse, donc la recherche qui combine plusieurs recherches sur un domaine. Et dans le sommaire de son ouvrage, on trouve des choses qui vont de l'effet de telle méthode de lecture à l'effet du port de l'uniforme. Donc on a un catalogue assez exhaustif de tout ce qu'on peut tenter, tester et des effets sur les élèves. Maintenant, on peut se disputer sur techniquement comment il dit que c'est quand même important, mais bon, je ne vais pas le faire ici, mais techniquement comment il considère que quelque chose est efficace. Là, je trouve qu'il a fait beaucoup de dégâts, mais on pourra en parler dans la discussion si vous le souhaitez. Donc je pense que M. Bissonnette présentera bien mieux que moi l'enseignement explicite et l'intérêt de l'enseignement explicite. Donc, Slevin, lui, je le présente, j'en ai déjà parlé, parce qu'il me semble il est intéressant dans le sens où, pour moi, il a mis en œuvre les deux bras de l'Evidence-Based Policy. Le premier bras étant son projet Best Evidence Encyclopédia. Je pense que voilà. Alors ça, c'est un site finalement très amateur et pas financé par des fonds externes. C'est l'œuvre d'une vie. Le projet est encyclopédique. Je pense que son projet est vraiment de mettre à disposition des chercheurs et des acteurs de l'éducation tout ce qu'on sait sur des grands domaines qu'il a choisis en priorité, les mathématiques, la lecture, les sciences, ou des réformes à l'échelle d'une école. Donc il fait de grandes synthèses qui, à mon avis, peuvent être indigestes, mais qui veulent présenter programme par programme, identifier dans la littérature ce qu'on sait de l'efficacité de tout ce qui est sur le marché. Et ça ne concerne évidemment pas uniquement des manuels ou des produits tout faits. Ça concerne aussi, par exemple, tout ce qui est évalué de manière expérimentale ou quasi expérimentale et dont le but est d'améliorer, par exemple, les compétences en lecture. Donc, ça peut être des chercheurs qui pensent qu'une formation continue de 2 semaines pour les enseignants et la possibilité d'eux-mêmes aménager leurs leçons sera efficace pour améliorer les compétences de leurs élèves. Mais il évalue ce programme-là dans une perspective evidence-based. Et si, voilà, et l'important, c'est d'avoir des éléments communs, communicables. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette formation? Quelle latitude a-t-on laissé aux enseignants? Quelle est l'organisation qui a été prévue? Et si ça a fonctionné, il retiendra ce projet dans son analyse. Donc ça, c'est le premier bras d'un projet evidence-based, c'est de rassembler et de définir des critères de sélection de recherche pertinentes. Et puis le deuxième bras, c'est d'avoir utilisé à un moment donné ce qu'il savait sur ce qui était efficace pour améliorer les compétences en lecture. Et donc, il a développé son projet Success for All, que je ne vais pas détailler, mais c'est un programme qui est mis en place dans des dizaines d'écoles aux États-Unis et partout ailleurs. J'utilise un mauvais argument, l'argument international que je disais tout au début, mais c'est un programme qu'il a évalué lui-même et qui a été évalué par des tiers dans des études expérimentales ou quasi expérimentales. Voilà, je pense que je vais pouvoir aller vite parce que je vous ai, je pense, déjà dit, ça me semble fondamental, que dans la perspective de Slevin, en tout cas, l'important, c'est de proposer des dispositifs qui ont une validité écologique, c'est-à-dire qui ont été testés en contexte réel avec des enseignants réels. J'en profite aussi pour dire que entre chercheurs, à la base du mouvement evidence-based en éducation, il y a aussi ce type de débat. C'est en tout cas pour les partisans de l'evidence-based, la recherche ne s'intéresse pas assez aux praticiens, ne met pas assez d'outils et de dispositifs à la disposition et ne communique pas assez sur ce qu'on sait de ce qui fonctionne. Et donc, voilà, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'il travaille. Alors, qu'est-ce qui existe? Je ne vais pas vous montrer les 3 exemples prévus. Juste le fameux site américain, tant que j'y suis. Donc ça, je vous ai dit, il y a une loi américaine qui maintenant promeut l'utilisation de
programme efficace, eh bien, dans la perspective de Slevin, ce qu'on va trouver, c'est un site qu'il avait beaucoup plus léché, où il recense programme par programme ce qui existe. Il donne des indications sur des critères d'efficacité. C'est fortement efficace, moyennement efficace, c'est prometteur. Et le but, c'est de faire quelque chose sur lequel dans lequel les écoles puissent trouver leur compte, donc des programmes sur lesquels on peut cliquer, trouver la description du programme. Et même, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais le but est que les écoles puissent trouver une école qui est d'accord de partager son expérience et qui est d'accord d'être visitée, qui met en place le programme. Donc il y a vraiment une volonté de communication, de rapprochement de la recherche et des praticiens, pour rappeler le thème de la journée. Ça, c'est ce qu'on trouve au Royaume-Uni. J'y reviendrai. Chez nous, on trouve dans le cadre du pacte d'excellence. Alors, on a fait ce rapport avec Valérie Bluge, qui explique ce qu'est l'evidence-based. Évidemment, moi, je suis en faveur de cette approche dans le domaine de l'éducation. Je tiens quand même à souligner que dans le rapport, et c'est vraiment quelque chose que je pense fondamentalement, on avait souligné sur l'importance du fait que ce paradigme de recherche n'élude pas les autres. Il y a de la place pour différents paradigmes et la réduction des paradigmes me semble quelque chose de très dangereux. Mais je faisais aussi le constat que finalement, c'était un parent pauvre de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles et donc elle méritait une certaine promotion. Alors, dans le pacte d'excellence, finalement, on a retrouvé des traces de ce rapport. Là, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a sur la dia, mais finalement, c'est une volonté de promouvoir l'evidence-based dans la perspective de l'innovation pédagogique, avec les étapes qui étaient finalement, grosso modo, prévues. Enfin, on trouve des extraits du rapport et puis un peu de mélange d'autres choses, mais je ne vais pas analyser ça finalement en détail ici, mais finalement, dans les objectifs qui sont réduits dans des tableaux, on trouve la référence à ce rapport, à l'evidence-based, et un budget de 2 millions d'euros, donc ça semble assez concret, budget justifié par la faiblesse des moyens existants consacrés à l'evidence-based, à l'impact potentiellement élevé et à la nécessité d'évaluer un large nombre d'initiatives dans le cadre du pacte. Donc il y a quand même, quand je disais que c'était une dimension absente, là, en lire ce texte, c'est devenu tout d'un coup, beaucoup plus présent. Ça, je passe pour le moment. Alors, je conclus sur mes différents... J'ai du mal à s'aborder quelques points. Je conclus sur les différents dispositifs. La méthode de Singapour est-elle evidence-based? En gros, on ne la trouve pas dans certains... Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des différences en fonction de qui juge de l'efficacité, du caractère efficace. Et donc, on ne la trouvera pas sur un site très connu aux USA qui s'appelle What Works Clearinghouse et qui juge aussi de l'efficacité de programmes mis à disposition des écoles. Donc là, cette méthode n'est pas encore incluse dans les programmes efficaces parce que cet organisme juge qu'il n'y a pas encore d'études assez rigoureuses pour le démontrer. Par contre, on la trouve sur le site de Slevin, Evidence for ESA, que je viens de vous montrer, où on peut cliquer sur des programmes. Vous voyez. Et le fameux mind mapping. Alors, je ne peux pas donner de réponse définitive, mais si on l'avait jugé à partir d'affirmations comme celle-là, qui sont présentes sur le site anglais, que je ne vous ai pas vraiment présenté, mais un site anglais dit « Tiens, qu'est-ce qu'on sait de la métacognition? Qu'est-ce qu'on sait des feedbacks? Qu'est-ce qu'on sait du tutorat? Quels sont les coûts? Quelles sont les preuves d'efficacité avec les cadenas ?» C'est des preuves très fermes, plus il y a le cadenas. Et quels sont les mois d'apprentissage gagnés par les élèves qui bénéficient de cette mesure? C'est le plus 7 là. On se dirait, le mind mapping, tel qu'en tout cas il est présenté par ses promoteurs, travaille sur la métacognition et du coup ça risque d'être un outil potentiellement très efficace. Et donc c'est parfois un peu la tendance qu'on a, c'est de justifier, je vous le disais tout à l'heure, le recours à certains outils, à certains programmes parce qu'ils sont a priori théoriquement reliables à tel ou tel courant. Mais quand on va voir, alors j'ai trouvé 235 études se rapprochant du mind mapping, je ne les ai pas passées en revue. Je suis allée chez Buzan, puisqu'il proposait lui-même un document où il se référait à des études pour démontrer l'efficacité de son projet. Et j'ai pris les 10 premières, mais il n'y en a pas des tas non plus, parce qu'ils citent souvent les mêmes sources, pour commencer à me faire une idée et vous montrer
sur quoi je me base, alors je vais le faire rapidement pour voir si je retiens ces études ou pas. Bon, alors finalement, qu'est-ce que je peux dire? Les études auxquelles ils se réfèrent renvoie souvent à des étudiants dans l'enseignement supérieur. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses sur les élèves de l'enseignement fondamental. Je n'ai pas encore trouvé, peut-être. Hein, donc, tout ça est à prendre avec précaution. Mais bon, dans ce qu'il livre, lui, je ne trouve pas d'études qui correspondent au niveau d'enseignement qui m'intéressent. Donc, ça m'embête. Je trouve souvent des études avec des tout petits échantillons. Ça m'embête aussi. Je trouve parfois des études un peu one-shot, sur un essai. Je trouve parfois des études avec une seule classe contrôle, une seule classe expérimentale. Alors ça paraît, c'est pas parce que c'est trop peu que ça m'embête, mais c'est parce qu'on peut confondre alors l'effet du programme avec l'effet de l'enseignant qui le met en place. Et je trouve aussi beaucoup d'études sur la satisfaction. Et ça, c'est une chose, c'est un piège qu'on a tendance à... Enfin, je pense qu'on fait ça aussi parfois en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est se baser sur la satisfaction des usagers, enseignants ou élèves, pour juger de l'efficacité des outils. Et là, je pense à moi quand je regarde une pub pour une crème hydratante, et si vous regardez dans le petit texte, là, vous verrez toujours que c'est ça qu'on vous montre, en fait. C'est que les gens ont l'impression d'avoir une peau plus lisse et plus jeune, etc. Alors, c'est peut-être bien en soi, hein, parce que finalement, c'est peut-être... je veux dire, l'impression que vous avez que le produit est efficace suffit peut-être à vous faire paraître plus jeune. Donc, mais in fine, on sera bien d'accord qu'a priori, quand je mets 50 €, je cherche quelque chose qui visiblement, enfin qui, dans les faits, réduit l'apparition des méfaits de l'âge. Donc, c'est pour ça que j'exclus les études sur la satisfaction uniquement. C'est pas que c'est pas inintéressant, mais c'est qu'in fine, je m'intéresse pas à ça en priorité. Donc, voilà, pour le moment, il n'y a pas encore de preuves, de données très probantes sur l'utilisation de cette méthode-là, mais ma mémorande va s'y atteler. J'avais prévu, je ne le ferai pas, de vous présenter justement en lien avec cette sélection d'études, les critères que Slevin utilise, lui, pour sélectionner les recherches, mais j'ai eu l'occasion d'en donner des éléments en lien avec notamment la réplicabilité et le caractère juste de ce qu'on évalue. Le fait que souvent, finalement, alors, ça explique que dans des revues comme celle-là, dans des entreprises comme celle-là, on a énormément d'études au départ, par exemple 12 000, et puis on arrive, in fine, à sélectionner 69 études qu'on retient. Donc, c'est des entreprises assez énormes, et plus on est rigoureux dans les critères, ou strict dans les critères, moins on gardera d'études, mais qu'on va juger très fiables. Et je termine par un clin d'œil, encore 10 secondes, sur le fameux impact du mentorat des enseignants chevronnés pour retenir les jeunes enseignants. J'ai souri parce qu'en lisant justement au moment où je lisais l'avis numéro 3 du groupe central sur cette question-là, je tombe sur cette étude, je n'ai pas fait de revue exhaustive, hein, mais je tombe sur cette étude, sérieuse par ailleurs, sur l'impact de mentors retraités aux USA qui avaient été associés à des jeunes enseignants qui commencent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, on regarde d'abord ce que ce programme a fait pour les élèves. Donc, est-ce que les élèves qui ont bénéficié des jeunes mentorés ont progressé plus que les autres? Donc, ça ne s'intéresse pas en premier lieu à la satisfaction des enseignants, mais bien à l'effet que ça produit sur les élèves qui sont toujours l'usager final. C'est une chose importante à souligner. Et ensuite, et ça m'a fait sourire, l'effet du programme sur l'évaluation des enseignants par leurs responsables n'était pas probante. Il n'y a pas eu d'effet sur une meilleure évaluation des enseignants qui ont bénéficié du programme, mais surtout, davantage d'enseignants qui ont participé au programme ont quitté l'enseignement après l'expérimentation. Donc, c'est intéressant de parfois s'intéresser aux effets pervers des programmes que l'on met en place. Enfin, pervers ou pas, c'est peut-être très bien, mais, mais je pense que ce n'était peut-être pas prévu. Voilà, je vous remercie. Juste deux remarques pour lancer l'histoire. On voit bien que dans le pacte, on parle encore d'innovation et pas d'amélioration. Mm-hmm. Or, quand on parle d'innovation, on veut faire du neuf, pas du mieux. Et quand on veut faire du mieux, évidemment, il faut être culotté, puisqu'il faut se dire qu'il faut pouvoir mesurer un effet et aller dans le sens dans lequel on souhaite aller. Et donc, il faut avoir défini le sens et donc les indicateurs
qui nous permettrait d'évaluer ça. Et je pense que c'est encore symptomatique, on nous met un peu à toutes les sauces, mais on s'est un peu fait rattraper par le document. Je ne suis pas très optimiste par rapport à ça. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est que tu donnes quelques informations sur, on le discutait avec Steve hier notamment, sur finalement l'enfer, ce n'est pas forcément les enseignants, ça peut être les chercheurs ou les autres chercheurs. Et les rapports qu'on a sur la démonstration et sur l'idée même de preuves et de construire sur des preuves. Et cette confusion, je crois que tu l'as bien dit, c'est contextualiser l'evidence-based. Ce n'est pas un machin abstrait qui s'appliquerait partout, y compris sur la Lune et dans nos écoles en communauté française. Donc peut-être que ce serait intéressant d'avoir une petite idée de quel genre de réaction en matière de recherche on trouve par rapport à ce courant et pourquoi ce courant est aussi faiblard en communauté française de Belgique, en dehors du problème de pognon. Oui, oui, il y a toujours un problème. Il y a bien des recherches qui sont financées. Non, je voulais revenir aussi sur l'aspect innovation. C'est vrai qu'il y a justement ce côté, en tout cas chez Slevin, de se présenter comme quelqu'un qui justement ne va pas se laisser influencer par la mode. Et c'est vrai qu'il a toujours, par exemple, été partisan en lecture d'une méthode phonique, correspondance lettres-son, même quand ce n'était pas à la mode. Donc c'est vrai qu'on lit dans le pacte innovation à evidence-based quelque chose de bizarre. Alors maintenant, entre chercheurs, ceci dit, il y a parfois... Moi, je trouve que c'est pas l'enfer d'avoir des débats et des discussions avec d'autres chercheurs qui ne sont pas d'accord, parce que ça permet effectivement bien que ce courant-là, de tomber dans le piège qui serait l'aboutissement extrême d'une approche juste evidence-based partout et tout le temps, ce serait de la technocratie. Donc je trouve bien qu'on se dispute entre chercheurs et qu'il y ait différents paradigmes. Maintenant, les arguments, je pense, sont souvent associés à ce qui, pour moi, est aussi une méconnaissance. Alors j'imagine que quand on critique, c'est aussi pas en partie parce qu'on se méconnaît, ce n'est pas... Ça va dans tous les sens. C'est associé parfois pour moi à une méconnaissance de ce qu'il y a dans le fond dans les evidence-based. Par exemple, on associe fort ça à des tests standardisés, à une pédagogie par objectif, à la perte de l'autonomie des enseignants. Enfin oui, là je sors du débat chercheur, mais des arguments qu'on entend contre l'evidence-based, c'est finalement vous ne faites pas appel à l'intelligence des enseignants et à leur expérience pratique, vous leur fourguez des programmes tout faits. C'est pour ça que je prenais tout à l'heure l'exemple, il y a dans une revue, dans une entreprise comme celle de la Best Evidence Encyclopédia, tout projet qui peut être décrit, pour un souci de réplicabilité, effectivement, il faut qu'il y ait une description sur base d'éléments communs qu'on peut communiquer. Donc, si vous voulez arriver au même résultat que moi, faites comme moi, et c'est-à-dire, moi, j'ai choisi de faire une formation professionnelle conséquente de 10 jours qui laisse de l'autonomie aux enseignants pour refaire leur curriculum ou refaire leurs leçons, et peut-être j'ai fourni tel et tel matériel. Bon, il faut des éléments communs communicables, mais voilà, la recherche evidence-based n'inclut absolument pas uniquement des manuels ou des programmes tout faits. Ça inclut tout ce qui accepte de se laisser mesurer finalement aussi dans une perspective expérimentale ou quasi expérimentale. Et là, c'est peut-être là aussi le grand nœud, c'est qu'il y a, alors là je pense notamment à un débat peut-être entre didacticiens et pédagogues sur ces questions-là, c'est que de ce que je perçois dans le chef des didacticiens, il y a souvent pas de... Alors, comment est-ce que je peux le dire ? Pas de volonté ou pas quasi d'habitus, de mettre en lien ce qu'ils font avec l'apprentissage des élèves. C'est-à-dire que souvent, il y a le réflexe de s'intéresser à ce que fait l'enseignant et de miser sur la qualité de l'enseignant pour améliorer les résultats des élèves, mais sans nécessairement, et ça paraît peut-être tellement évident pour eux, qu'il ne va pas y avoir toujours de réflexe d'évaluer le résultat que ça fait sur les élèves. Donc, il y a... voilà, il y avait... j'ai assisté à des débats, ou à un débat en particulier, particulièrement illustratif, entre des promoteurs d'un programme, des gens du monde de l'éducation physique, qui voulaient, eux, évaluer des projets qu'ils avaient. Et leur première idée, leur premier réflexe, c'était d'évaluer
les résultats sur est-ce que mon projet fait finalement plus bouger les élèves dans l'école. Et ils étaient en dialogue de sourds avec une didacticienne des sciences qui ne comprenait pas où était le rôle, qui leur demande explicitement mais où est l'enseignant dans votre projet, je ne le vois pas, j'ai l'impression je ne vois pas explicitement ce qu'on lui demande de faire, etc. Alors que c'était lui qui organisait tout le programme dans l'école en fait, mais il n'apparaissait peut-être pas de manière assez visible dans le projet, et donc le didacticien d'éducation physique dit mais moi mon but c'est que les gamins bougent, et la didacticienne des sciences lui répond mais moi mon but c'est que les enseignants bougent. Et là on trouve vraiment voilà, cette caricature, et c'est parfois ce dialogue de sourds entre champs disciplinaires. Merci. Oui, Vincent Bognol, ex-Marseille Université. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la difficulté pour l'evidence-based education ou evidence-based practices en éducation vient de ce mouvement de s'imposer, vient du fait qu'il y a des problèmes méthodologiques. Les enseignants, enfin moi en tous les cas en France, c'est un peu l'impression que je vis depuis 25 ans, les enseignants sont parfois assez, comment pourrais-je dire ça élégamment, étrangers à ce que c'est que la recherche, à ce que c'est que la science et à ce que c'est qu'une méthodologie scientifique, à ce que sont les statistiques, à ce que voilà, et tout ça à l'arrivée fait que dès qu'il y a une possibilité d'évitement de mettre en place des protocoles, d'évitement d'utiliser des outils un petit peu qui ont un rapport avec la science, qui ont un rapport avec le quantitatif, qui ont un rapport, eh bien, ils le font et ils se retrouvent effectivement à faire, y compris des doctorats en sciences d'éducation avec 40 personnes interviewées. Et le type dit d'entrée, mais c'est pas reproductible, etc. J'ai décrit, et puis là, très honorable, et il est qualifié aux fonctions de maître de conf. Et moi, j'ai rien contre ça, a priori, sauf que c'est pas exceptionnel. C'est plutôt la règle. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on peut faire si les enseignants ne sont pas formés depuis les écoles normales, depuis les SPE, même avant, en licence sciences d'éducation, éventuellement, s'ils ne sont pas formés à ce que c'est que la recherche, à ce que c'est que la science et aux problématiques méthodologiques, on a du mal à enclencher. En tous les cas, chez nous, je trouve que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est sûrement ça aussi qui explique que, à la fois, il y a ce rejet, ou ce rejet relatif pour l'evidence-based, et en même temps, et cette méconnaissance, et le fait que ça a quand même beaucoup de mal à enclencher, entre le fait que les parents disent parfois nos enfants ne sont pas des cobayes, que les inspecteurs ou que les directeurs d'établissement disent mais non, on ne fait pas d'expérimentation chez moi, c'est pas bien, ou là, vous allez tirer au sort, mais quelle horreur, enfin voyons, c'est pas possible. Voilà. Enfin, et tout ça, c'est nécessaire, mais c'est nécessaire que pour très peu de gens qui savent comment ça doit marcher, la science et l'expérimentation. Les autres, ils disent non, mais après tout, on va prendre cette classe-là, ça va être très très bien, puis on va en prendre une autre à côté, ils sont volontaires, tout va bien. Donc il y a quand même un problème méthodologique qui, à mon sens, est assez essentiel pour arriver à développer evidence-based. Oui, mais ceci dit, je ne lis pas uniquement ce problème méthodologique aux partisans de l'evidence-based et des études expérimentales. Je pense que dans le cadre du pacte d'excellence, il y a aussi toute une réflexion et tous des groupes de didacticiens qui réfléchissent à outiller les enseignants via une future plateforme numérique. Et effectivement, je trouve que c'est tout aussi navrant de faire du mauvais expérimental que de mauvaises études de cas. Et il y a dans les deux domaines un grand travail à faire et précisément peut-être encore plus difficile dans le qualitatif parce que les modèles sont moins éprouvés, je pense, et donc faire dire aux gens, ok, je vais faire du qualitatif parce que je reconnais que je n'ai pas ni les compétences, ni l'envie, ni les moyens financiers et de temps pour faire du bon quantitatif. Mais même justement dans ce cadre-là, le problème est de ne pas d'aller choisir juste ce qu'on veut montrer ou ce qu'on sait qu'on va montrer et de s'outiller pour montrer qu'on n'ira pas justement observer ce qu'on a voulu observer. Je trouve que c'est encore même plus flagrant dans le qualitatif. Du coup, oui,
oui, effectivement, il y a un problème de formation pour lequel on peut battre nous-mêmes notre coulpe. Alors, par ailleurs, ceci dit, alors l'adhésion des enseignants, ça c'est compliqué parce qu'à la fois on trouve, je pense, un discours où les enseignants qui correspond à ce que des partisans de l'evidence-based disent, on n'est pas assez outillés, on veut des outils. Et moi, je suis assez... oui, je suis parfois contrariée quand j'entends des chercheurs dire ils veulent encore des choses clés sur porte toutes faites, mais alors on leur donne rien. C'est un peu le grand... Soit ils veulent du clé sur porte, et évidemment on ne va pas leur donner du clé sur porte et les faire réfléchir, mais cette demande-là paraît illégitime, alors qu'il y a aussi un besoin d'outillage et de diffusion du savoir scientifique. C'est vrai que ce n'est pas à l'enseignant qu'on doit demander de refaire le travail de méta-analyse ou de synthèse des recherches. Donc pour ça, des outils de diffusion seraient précieux. Maintenant, après, est-ce que de bons outils de diffusion et de communication suffisent ? Il y a toujours l'aspect, mais là, j'imagine, Hudralan, je suppose, pourrait en parler bien mieux que moi. Pourquoi les chercheurs ne croient pas les sociologues ou les chercheurs en général ? Ça, c'est encore une autre histoire, peut-être bien plus complexe, parce que voilà, moi aussi, j'achète Testachat et pourtant, je n'achète pas les produits qu'ils me conseillent. C'est complètement paradoxal. Mais donc, je veux dire, on a parfois même avec la meilleure volonté du monde et le souci de faire des choses qui sont scientifiquement costaudes, des habitudes et des systèmes tellement ancrés qu'on n'arrive pas à franchir le pas. Juste une courte intervention pour faire du pouce sur ce que Marc mentionnait. Rosenshine, qui est le père de l'enseignement explicite, disait en 2002, le problème avec la recherche en éducation, c'est pas tant la recherche. Parce qu'on sait, par exemple, depuis les années 20, en lecture, à partir des travaux, entre autres, d'une dame qui s'appelait Jean Shaw, que les méthodes centrées sur le code sont celles qui donnent les meilleurs résultats pour apprendre aux enfants à lire. Et depuis les années 20 jusqu'à nos jours, il n'y a pas de recherche qui a invalidé cette affirmation-là. La méthode Success for All est un bon exemple. Direct Instruction de Engelman est aussi un bon exemple. Le projet Follow Through a montré la même chose. L'enquête de 68 sur The Great Debate a montré la même chose. Et Rosenshine disait, le problème en éducation, ce n'est pas la recherche. C'est que ce sont certaines personnes qui n'acceptent pas les résultats de recherche, qui vont contredire leurs croyances. Mm-hmm. Par exemple, si j'ai fait la promotion des intelligences multiples pendant 10 ans, et qu'on sait maintenant que cette théorie-là est complètement invalidée, ben, est-ce que j'aurai l'honnêteté de reconnaître que je me suis trompé? Bon, en Belgique, probablement. Au Québec, la réponse est non. Donc, il y a des gens qui continuent de faire la promotion d'approches dont on sait qu'elles sont carrément invalidées auprès du public enseignant parce qu'ils l'ont toujours fait et qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés. Et souvent, en éducation, pas en Belgique, au Québec, le problème n'est pas la réceptivité des profs. Moi, je les ai vus hier soir, là. Le problème n'est pas cette réception-là. Ce sont ceux qui enseignent aux futurs maîtres, c'est-à-dire les gens à l'intérieur des facultés. Moi, au Québec, j'ai beaucoup plus de problèmes avec mes collègues qui, parfois de bureaux voisins, continuent d'enseigner les intelligences multiples, alors que je leur place sur leur bureau. Mais oui, mais c'est parce que la recherche dit le contraire, là. On n'a pas de recherche bien menée avec groupe témoin, tout ce qu'il faut, qui montre qu'un professeur qui le fait améliore le rendement des élèves. En fait, il n'y a aucune différence. Fait que c'est mieux de rien faire que d'essayer de prendre ce type de théorie-là. Et Gardner l'a lui-même admis qu'il s'est trompé là, dans une publication de 2016. Donc, le problème n'est pas tant la recherche. La recherche existe depuis 40, 50 ans, particulièrement sur l'enseignement efficace, mais le problème, c'est que les gens n'acceptent pas les résultats, particulièrement dans le domaine des sciences d'éducation. Les gens n'acceptent pas les conclusions de recherche qui viennent contredire ce qu'eux ont l'habitude de mettre de l'avant. Mais probablement pas en Belgique, mais chez nous, au Canada, c'est ce qui se passe.
Merci tout d'abord pour votre présentation où vous avez bien cerné, enfin, je trouve, la notion et bien caractérisé l'approche. Moi j'ai une question en fait, quand je reviens sur un peu le cercle vertueux là, de Slevin. Moi ce qui me semble important c'est la diffusion auprès évidemment des enseignants. Et j'ai une question vraiment très simple. Est-ce que dans la littérature on a des données probantes sur les stratégies d'appropriation justement de cette approche-là auprès des enseignants? Et je trouve que c'est important dans le cadre justement ici, dans notre contexte de la réforme initiale, la réforme de la formation initiale des enseignants. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent d'appliquer peut-être des stratégies qui fonctionnent bien? C'est effectivement excellente question et j'ignore complètement la réponse. Je ne sais pas si des collègues ont déjà vu passer des publications là-dessus. Moi pas, je ne connais pas. Mais c'est vrai que c'est une excellente question. Comment faire pour que les enseignants, et rejoint la précédente, comment faire pour que les enseignants s'informent et s'approprient. Et c'est vrai qu'on peut sans doute trouver des informations sur les minimums, les canaux d'information privilégiés. Et ici, on a enseignons.be qui a un succès. Pourquoi? Comment faire pour attirer les... C'est un pari que veut faire le pacte, je pense. C'est créer une plateforme qui soit attrayante pour les enseignants, mais en proposant des outils qui auraient la caution des chercheurs. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est la meilleure façon. Et aussi, ouais, et plus généralement, si on peut se contenter, et là je pense que non, je pense que les programmes efficaces, quand je pense en tout cas à la lecture, au décrochage scolaire, c'est jamais des choses qui se mettent en place sans un soutien aussi, sans une réorganisation au niveau de l'école. Quand les objectifs sont grands, en tout cas, souvent la réorganisation est conséquente aussi. Et du coup, ce n'est pas des choses qu'on peut souvent juste s'approprier soi-même en allant télécharger quelque chose sur Internet. Mais disons qu'il faut sans doute décrire quelque part, montrer, donner l'envie aux gens, mais je pense ne pas croire, et je ne sais pas du tout si c'est ce que croient ou pas les gens qui vont mettre en place cette plateforme numérique, mais ne pas croire que ça suffira à marcher tout seul. Dans le monde francophone européen, il y a un changement de perspective important dans notre tête à nous d'enseignants, c'est ce que nous faisons compte. Or, la place c'est le milieu qui finalement, dans la suite de Coleman, je crois qu'on est resté très accroché à cette idée que finalement on a peu de pouvoir et que les déterminants sont tellement puissants et qu'on est tellement petit. Et puis c'est finalement assez désastreux d'imaginer comme enseignant, on n'a pas de pouvoir dans la classe. On a un pouvoir certes limité, mais à partir du moment où on aurait un certain pouvoir changer les choses, évidemment on a une responsabilité, c'est de le faire et de le faire bien. Et moi je pense que c'est vraiment dans la formation initiale des enseignants, c'est ce renversement de perspective qui est important. Après, on peut les nourrir tant qu'on veut, si on ne se met pas dans cette idée-là de « il y a des solutions pour avancer mieux ». Hein, d'autres ont essayé avant moi, je ne suis pas le premier à essayer, etc. Mais ce que je fais est important, et ce que je fais est important dans la perspective de changer ce que l'élève fait, pas juste de moi faire autrement, parce que c'est plus joli, plus agréable, etc. On s'en fout en fait. Hein. Si l'enseignant est heureux, c'est bien, mais ce qui est important, c'est que l'élève progresse. Et je crois que ça, c'est vraiment le gros... Enfin, moi, ce que je vois dans la formation des enseignants, c'est vraiment cette perspective. Et quand on compare avec ce que Slevin peut mettre en évidence, c'est parce qu'on est face aussi à des enseignants qui pensent qu'on peut faire quelque chose. Mmh. Et je pense que chez nous, une majorité n'est pas forcément encore dans cette perspective-là. Mais je parle peut-être à tort et à travers à la place des enseignants.